L'Europe est aujourd'hui au cœur de notre actualité politique. Et pourtant, pour beaucoup de Français et de jeunes, elle reste encore très floue. Qu'est-ce que l'Europe? À quoi va servir votre vote du 9 juin? Et surtout, quel est le travail d'un eurodéputé? Vous allez le découvrir avec nous. Avec l'équipe de Synopsis Média, nous sommes partis au cœur de la machine européenne dans un reportage exclusif. Bienvenue au Parlement européen. Attendez, avant de commencer, vous êtes seulement 2% à regarder nos vidéos, mais être abonné. Alors pour être tenu au courant en permanence des nouvelles actualités, des nouvelles vidéos, des nouveaux reportages, suivez-nous et soutenez-nous. Le Parlement est l'une des institutions capitales de l'Union européenne. En son sein, 705 eurodéputés discutent et votent les lois qui auront des répercussions sur les droits nationaux. En plus de ça, le Parlement européen vote le budget de l'UE et contrôle le pouvoir exécutif européen. Son rôle est crucial, les eurodéputés représentent l'ensemble des Européens. Dans ce reportage, nous avons pu suivre exceptionnellement Marie-Pierre Védrenne, une eurodéputée élue en 2019, issue de la majorité présidentielle du parti d'Emmanuel Macron. Et juste derrière moi, un segment du mur de Berlin tombé en 1989, qui est un don de la ville de Berlin au Parlement européen pour symboliser l'unité allemande et européenne. Si je vous dis Maastricht, traité de Rome, traité de Lisbonne ou encore CE, CECA, tous ces noms ou acronymes vous disent quelque chose, mais il est vrai qu'il y a de quoi se perdre. Alors permettons-nous un petit retour en arrière. Lorsque l'Europe sort de la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent est exsangue. Toute l'économie est à reconstruire. L'Europe de l'Est tombe sous la coupe de l'URSS et l'Europe occidentale cherche à conserver son indépendance entre les deux blocs. Et nous allons le voir, la construction européenne s'est essentiellement faite autour d'intérêts économiques communs. Elle reçoit tout d'abord l'aide américaine dans le cadre du plan Marshall à partir de 1947-1948 avec la création de l'Organisation européenne de coopération économique, l'OECE. Les Européens ressentent alors la nécessité de pérenniser une forme de coopération entre États européens. Ce sera d'abord le Conseil de l'Europe en 1949 qui a pour but de faciliter la coopération entre les pays membres du Conseil et renforcer la construction européenne par le biais de différentes conventions et réglementations avec à cœur de favoriser un progrès économique et social dans le monde entier. La Convention européenne des droits de l'homme ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme qui l'applique en sont ses principaux organes. C'est encore autour de questions économiques que les pays européens s'associent en 1951. Ce sera la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui regroupe l'Allemagne fédérale, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est par l'instauration d'un marché commun pour ces deux ressources qu'un embryon d'Europe voit le jour. En revanche, pour les questions de défense, la coopération patine. En effet, face à la menace soviétique, émerge donc l'idée d'une défense européenne supervisée par les États-Unis dans le cadre du tout jeune OTAN. C'est la Communauté européenne de défense. Projet qui sera refusé par l'Assemblée nationale française en 1954 qui souhaite que le pays garde son indépendance stratégique. En 1957, à Rome, c'est encore sur la base d'une coopération économique que la construction européenne fait un nouveau pas. C'est la création de la Communauté économique européenne, CECE, et de l'Euratom, avec pour idée de créer un marché commun et un partage des connaissances sur l'énergie nucléaire civile. En 1967, les exécutifs des trois précédentes organisations fusionnent, CECE, Euratom et CECA, en une unique commission et un conseil. En 1973, ce sont les premières intégrations de nouveaux pays, à savoir celles du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Il y aura 5 salves d'adhésion qui suivront jusqu'à celle de 2004, dite de l'élargissement à l'Est. Et le Parlement, dans tout ça? Eh bien, en 1979, ce sont les premières élections au suffrage universel du Parlement européen, dont le mandat est de 5 ans. Et l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, elle apparaît en 1992, avec la signature du traité de Maastricht, qui va notamment mettre en œuvre l'espace Schengen, qui prévoit la libre circulation des biens et des personnes, ou la création d'une banque centrale européenne et d'une monnaie unique européenne, l'euro, qui rentre en circulation en 2002. Ainsi, encore une fois, c'est encore autour d'intérêts économiques communs qu'a pu se constituer l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Mais dès le début, et de plus en plus, se font jour de véritables volontés politiques de partager un destin commun autour de valeurs communes. C'est ainsi qu'est adoptée en 2000 la Charte européenne des droits fondamentaux de l'UE. Ou encore qu'émerge l'idée d'une constitution européenne au début des années 2000. Ce projet sera rejeté par référendum en 2005 par les peuples français et hollandais. Une majeure partie de son contenu sera néanmoins adoptée en 2007 avec la signature du traité de Lisbonne.
Aujourd'hui, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et à l'heure de la guerre en Ukraine, des discussions émergent quant à la forme que devrait prendre la future Union. Certains plaident pour une évolution vers un fédéralisme européen, à l'image du projet d'un des pères de l'Europe, Jean Monnet, lorsque d'autres abondent en faveur d'une confédération d'États souverains dans une idée gaullienne de l'Europe. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, l'histoire européenne est loin d'être terminée. Alors, petite particularité du Parlement européen, le Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles ont leur propre plateau de télé. Alors, ça a été installé récemment, à la fois pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions plus de simplicité. Et c'est là notamment où se passent toutes les grandes émissions sur l'Union européenne. Le Parlement bruxellois, c'est aussi l'occasion pour les grands médias de à la fois faire leur duplex derrière, mais aussi, pourquoi pas, de faire des retransmissions radio. En bref, ici à Bruxelles, les médias ont leur place et en tout cas peuvent exercer dans des conditions plutôt pas mal. Vous avez vu le cœur du Parlement. Comme vous le voyez, ça bouge dans tous les sens. Et de même manière, on peut se perdre dans le fonctionnement de l'UE. Je vous explique tout ça. Pour l'Europe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est tout d'abord 27 États qui ont accepté de s'unir pour des raisons économiques et politiques. C'est ensuite cette institution, bien sûr le Parlement européen, mais aussi la Commission européenne ou encore la Banque centrale européenne. Toutes ont des missions particulières et font fonctionner en permanence l'Union européenne. Dans nos vies quotidiennes, l'Europe est partout, dans votre porte-monnaie, dans votre téléphone, mais aussi dans votre nourriture. Car l'Union a des compétences bien à elle que lui ont déléguées les États partiellement, totalement ou en soutien. Pour les compétences dites exclusives, seule l'UE décide. C'est notamment le cas des politiques douanières avec l'espace de libre-échange européen appelé espace Schengen, mais aussi vis-à-vis des politiques monétaires. Seule la BCE contrôle l'euro. Ici, l'UE est souveraine, les États se contentent d'appliquer les décisions. Ensuite, pour les compétences partagées, les États peuvent prendre des décisions dans certains domaines, comme l'énergie ou les transports, à condition que l'Union n'ait pas déjà légiféré dessus. Enfin, l'UE a des compétences d'appui au niveau de certaines thématiques et elle ne peut intervenir à la place des États et ne fait que les aider dans leurs démarches, notamment au niveau de l'éducation et de la santé publique. Toutes ces compétences expliquent pourquoi il existe des différences et des points communs législatifs entre les États membres. Je vous en parlais au début, les institutions jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'Union. Mais ici, on va surtout s'intéresser au pouvoir législatif de l'Europe, à sa capacité à produire des lois. Tout part de la Commission européenne. Cette dernière réunit 27 commissaires. Chaque État membre en nomme un qui doit être validé par le Parlement. Les commissaires ont à leur charge un domaine spécial comme le marché intérieur ou l'agriculture. La Commission est le pouvoir exécutif de l'UE. Elle se charge de veiller au respect des traités européens et propose des nouvelles lois. C'est la seule à bénéficier de l'initiative de loi dans l'UE, même si le Parlement peut proposer des modalités d'application, ce qui reste minime. Ensuite, comme une majorité de systèmes parlementaires dans le monde, l'UE fonctionne en lecture. Le Parlement européen modifie ou adopte le texte de la Commission et le propose au Conseil de l'UE. Ce dernier est une réunion des ministres de chaque État en fonction de leur domaine de compétence. Par exemple, si une loi concerne l'agriculture, les 27 ministres européens de l'agriculture sont convoqués. Si le Conseil de l'UE valide la loi amendée par le Parlement, elle est votée. Sinon, le Conseil la modifie et la renvoie au Parlement, qui la réamende et lui renvoie en deuxième lecture, jusqu'à trouver un compromis. Si pas de compromis ou que le Parlement rejette le texte, la proposition de loi est abandonnée. Mais si elle parvient à être acceptée, la nouvelle loi est applicable directement, soit dans toutes les législations nationales, soit dans celles des États concernés, où elle s'applique directement avec une marge de manœuvre accordée aux États. Le Parlement a ainsi trois véritables compétences. La première est législative, on l'a vu juste avant. La deuxième est budgétaire. En collaboration avec le Conseil et la Commission, il vote le budget, c'est-à-dire qu'il décide les montants alloués aux différentes institutions pour leur fonctionnement. Cet argent provient du financement obligatoire des États membres et des revenus de l'UE. Le Parlement est aussi en charge du contrôle de l'exécutif. D'abord, c'est lui qui élit le président de la Commission européenne. Il peut ensuite censurer les commissaires en adoptant des motions de censure et en les forçant à démissionner. Enfin, des commissions d'enquête spéciales peuvent être créées pour contrôler certains sujets, comme l'ingérence étrangère en matière de désinformation. Un aspect fondamental dans l'UE est la hiérarchie des droits européens sur les droits nationaux. Mais pour que cette supériorité existe, un élément est essentiel, la démocratie. À chacune de ces étapes, le processus est pensé pour laisser transposer la parole aux citoyens européens. Les commissaires et ministres au Conseil de l'UE sont désignés par les chefs d'État nationaux, élus démocratiquement, condition sine qua non pour qu'un État soit membre de l'UE. Quant aux députés européens, ils sont élus au suffrage universel. Par les citoyens, on va y revenir. En bref, l'UE c'est un processus législatif complexe qui doit se penser comme un Tetris. Tout est différent mais s'assemble pour former un tout, pour former l'Union européenne.
Nous sommes maintenant au cœur du Parlement européen, nous sommes dans l'hémicycle. C'est ici que les eurodéputés discutent et votent les lois. Vous pouvez voir leur pupitre, où ils ont un pupitre attitré, 755 pupitres. En ce moment même, le congrès des jeunes du Parti socialiste européen qui prépare leur campagne. Alors, autre point très important du Parlement européen et de l'hémicycle du Parlement européen, vous voyez, ce sont toutes ces cabines de verre que vous voyez au-dessus de l'hémicycle, qui surplombent l'hémicycle. En fait, ce sont tout simplement les cabines d'interprétation, de traduction. C'est là où, dans les 24 langues officielles de l'Union européenne, pas les langues de travail, les 24 langues qui sont parlées au sein de l'Union européenne, sont traduits les différents discours. Quand un intervenant parle, par exemple, français, il sera traduit dans les 24 langues de l'Union européenne pour que chaque député puisse comprendre ce qui se dit, que le député puisse voter. C'est aussi un aspect démocratique puisque si tout le monde comprend ce que dit tout le monde, ça facilite les débats et surtout ça permet de voter en conscience. Alors là, actuellement, pendant le congrès des jeunes socialistes, sur tous les pupitres, sur toutes les tables de chaque eurodéputé, est inscrit un panneau My Choice, My Voice et un slogan qui appelle à voter. Et c'est ça le cœur de cette élection, c'est voter. Si vous n'êtes pas content pour quelque chose, mais même si vous voulez exprimer vos idées, le vote est le moyen d'expression par excellence. Manifester c'est bien, mais voter c'est mieux. Vous ne les avez sans doute pas comptés, mais il y a dans cet hémicycle plus de 700 sièges. 705 pour être précis, et il y en aura 15 de plus avec ces élections, et la France va ainsi passer de 79 à 81 députés. Pourquoi 81 ? En fait, chaque pays dispose d'un nombre de députés proportionnel à sa population. En Allemagne, le pays le plus peuplé, il y en a 96. Il existe également un quota minimal de 6 députés pour les pays les moins peuplés, comme Malte. Mais si, une fois élus, ils disposent tous d'une voix égale au sein du Parlement, et ce, quelle que soit leur nationalité, nous allons le voir, la manière dont ils sont élus varie d'un pays à un autre. En bref, du 6 au 9 juin, 360 millions d'électeurs dans 27 pays européens seront appelés aux urnes. Pourquoi du 6 au 9 ? Afin de respecter les traditions électorales de chaque pays. En France, ce sera le dimanche 9, mais en Slovaquie, ce sera le samedi 8, ou en Irlande, le vendredi 7. Pour ce qui est du mode de scrutin, il y a tout d'abord le modèle des listes, comme en France. Chaque parti propose une liste de 81 noms, soit le nombre total de députés européens français. Le nombre de députés est proportionnel au suffrage recueilli par chaque liste. On appelle cela un scrutin proportionnel plurinominal ou scrutin de liste bloquée. C'est le cas en France, en Allemagne ou encore en Espagne. À cela s'ajoutent certaines règles, et notamment la méthode D'Hondt, qui fixe un seuil minimal pour obtenir un député. En France, il est fixé à 5%, comme en Hongrie ou en Lituanie. En Italie, il est de 4%, et en Allemagne, en Espagne ou en Belgique, il n'existe tout simplement pas. L'idée était d'éviter la présence de micro-partis au sein du Parlement, afin que puisse se dessiner une majorité nette. Néanmoins, il faut noter qu'en conséquence, par exemple en 2019, cela a conduit la France à ignorer près de 19,7% des scrutins exprimés. On répartit donc, parmi les listes, qui ont fait plus de 5%, les sièges des députés. On appelle cela la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Ce sont les premiers dans les listes qui sont élus dans l'ordre, ce qui explique que la campagne se focalise sur les têtes de liste, même si on est censé voter pour un parti, plus que pour des personnes. Le deuxième mode de scrutin est celui dit du vote préférentiel. Les électeurs peuvent alors choisir un ou plusieurs candidats, soit au sein de la même liste, et ils peuvent changer l'ordre, on les appelle des listes semi-ouvertes, soit dans plusieurs listes différentes, ce sont des listes ouvertes. Le vote préférentiel est la norme dans les pays baltes, dans les pays scandinaves ou encore en Grèce. Et enfin, le dernier mode de scrutin est celui dit du vote unique transférable. Les électeurs, cette fois, votent pour des candidats d'un ou plusieurs partis, candidats qu'ils peuvent classer par ordre de préférence. C'est le cas en Irlande et à Malte. Alors nous sommes ici dans une salle un peu exceptionnelle. C'est une salle de commission qui a été rattachée au groupe Renew. Et cette salle, elle sert à deux choses. Elle sert à la fois à la réunion du groupe Renew et elle sert aussi, c'est une salle de travail où les députés, quand un texte doit être amendé, etc., modifié, retravaillé, vont tous se réunir ici, les députés par groupe. Ils vont se réunir ici et ensemble, ils vont débattre de tel amendement à tel amendement et qui après sera débattu au Parlement européen. C'est donc une salle qui a son importance puisque c'est comme un mini-hémicycle, ou alors c'est l'antichambre de l'hémicycle, c'est là où tout se passe, puis arrive enfin à la grande salle, à l'hémicycle. Avant toute chose, de quoi parle-t-on ? Comme dans tout organe démocratique, plusieurs sensibilités politiques sont représentées. Il se posait alors la question de savoir comment les députés européens allaient siéger, par pays ou bien par sensibilité politique. Et c'est cette seconde solution qui a été privilégiée dans une optique d'unification. Mais quelles sont alors les conditions pour former un groupe politique au Parlement européen ?
Il faut un minimum de 25 députés, provenant d'au moins un quart des pays membres, soit à ce jour 7. La grande majorité sont issus de partis politiques nationaux traditionnels, mais d'autres députés indépendants ou dans des groupes informels peuvent s'y ajouter. Un député peut n'appartenir qu'à un seul groupe, mais peut également n'en faire partie d'aucun, avec les non-inscrits qui sont un non-groupe. Il y a donc actuellement 705 députés répartis en 7 groupes politiques au Parlement européen. Le Parti populaire européen, PPE, auquel appartiennent par exemple les Républicains, ils ont aujourd'hui la majorité des sièges avec 176 eurodéputés. Le groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocratiques au Parlement européen ont 144 eurodéputés. Renew Europe Group, qui ont 102 eurodéputés, dont Marie-Pierre Védrenne. Le groupe des Verts, Alliance libre européenne, qui comptabilise 71 députés européens. Le groupe des conservateurs et réformistes européens, CRE, avec 64 eurodéputés. Le groupe Identité et démocratie, ID, qui ont 64 membres. Le groupe de la gauche au Parlement européen, GUE-GNLC, avec 38 eurodéputés, ainsi que 46 non-inscrits. Chaque groupe désigne un coordinateur de groupe, chargé de décider de quelle manière le groupe doit voter au Parlement. Cependant, aucun député n'est contraint par sa décision et il n'existe aucune sanction officielle induite par un vote différent de celui déterminé par le groupe. Les groupes politiques, justement, assurent leur organisation interne en se dotant d'un président ou d'une présidente, ou de 2 coprésidents pour certains d'entre eux, d'un bureau et d'un secrétariat. Les présidents de groupe se rencontrent aux conférences de présidents pour décider quels sujets seront traités à la session plénière du Parlement européen. Les groupes politiques peuvent déposer des motions de résolution ainsi que des amendements qui doivent être votés. Dans l'hémicycle, les places attribuées aux membres du Parlement européen sont déterminées en fonction de leur appartenance politique, de gauche à droite, après accord des présidents de groupe. Alors vous ne savez peut-être pas quelle liste contient quoi. Alors chez Synopsis, il y a quelques semaines, on vous a fait 2 vidéos qui vont s'afficher juste ici concernant le programme des listes, les têtes de liste et leurs différentes volontés politiques. Allez regarder tout ça. Marie-Pierre Védrenne, avant d'être députée européenne, quel était votre parcours et pourquoi avoir choisi l'Europe comme politique ? J'ai été directrice de la Maison de l'Europe de Rennes avant de devenir députée européenne. J'ai fait des études de droit européen et j'ai toujours été effectivement engagée sur les enjeux européens. Que ce soit dans mes études, que ce soit mon parcours professionnel ou même en fait plus largement et plus simplement en tant que citoyenne. Ça vient notamment de mon histoire personnelle. Je vis certes en Bretagne et c'est une région qui sait beaucoup ce qu'elle doit à l'Europe, notamment sur la politique agricole commune. Mais je suis née à Limoges, j'ai grandi à Limoges. Et quand vous êtes enfant, quand vous avez votre âge, un des parcours, un des lieux symboliques et obligatoires de votre histoire, notamment quand vous êtes à l'école, c'est d'aller à Oradour-sur-Glane. Et en fait, pendant ma vie, c'est des rencontres de lieux, de personnes, telles Oradour-sur-Glane, qui m'ont fait comprendre que la paix et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux et que c'est jamais acquis. Et l'Union européenne, ça symbolise la paix et la liberté. Donc j'ai d'abord conçu mon engagement en tant que citoyenne, puis progressivement j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Donc des études de droit européen, sans penser un jour que je deviendrais députée européenne. C'était pas du tout le plan de carrière ou le plan initial. Mais par contre, c'est des rencontres, notamment des rencontres politiques, qui ont fait que maintenant je suis une de vos représentantes au Parlement européen. Vous avez donc été élu en 2019. Aujourd'hui, quel est l'impact que vous avez sur les citoyens français, mais aussi européens ? Le rôle d'un député européen, c'est de faire la loi. C'est d'établir justement des textes qui n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs où on est ici au Parlement européen, à Bruxelles ou le siège officiel à Strasbourg, qui ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne. Donc on a un rôle important de législateur avec un impact dans la vie quotidienne des gens. Et on travaille sur énormément d'enjeux et de sujets. Bien évidemment, des sujets importants parce que le contexte, et on vient d'en parler, le retour de la guerre sur le continent européen, donc répondre à l'agression de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, et puis des enjeux aussi tels que le changement climatique, qui est un élément fort pour votre génération. On a la politique agricole commune qui est définie au sein des institutions européennes. On a les enjeux relatifs à la pêche, on a les enjeux économiques, parce que l'Union européenne, elle est fondée aussi sur un marché intérieur. Donc il y a énormément de décisions qui sont prises, qui ont vocation à s'appliquer dans la vie quotidienne des gens, qui sont prises maintenant, mais qui ont un impact moyen-long terme. Donc elles sont extrêmement importantes, ces décisions sur lesquelles nous travaillons.
On reproche souvent à l'UE d'être assez impersonnel. Pourtant, vous parlez de rencontres, vous parlez de territoire, vous parlez de la Bretagne, vous parlez de Limoges. Comment peut-on concilier cette identité locale et le niveau européen ? On dit souvent des Bretons qu'ils se sentent bretons, français et européens en même temps. Et c'est vrai que la conciliation des identités, en quelque sorte, est souvent une question qu'on me pose. Quand on me dit, des jeunes me disent « Mais pourquoi vous êtes engagé européen et pas au niveau français ? Vous vous sentez plus européenne que française ?» Et moi, je pense que justement, il ne faut pas opposer les choses. Effectivement, je suis née à Limoges, j'ai grandi à Limoges, j'ai fait le choix de vivre en Bretagne après mes études, de bâtir ma famille en Bretagne, d'être députée européenne, parce que je pense que l'échelon européen est un échelon extrêmement important pour répondre à certains défis. On a parlé de la paix, on a parlé de la liberté, la question du changement climatique, les défis migratoires. Il y a beaucoup de choses où l'Europe est un levier pour répondre à tous ces enjeux. Donc je pense qu'il n'y a pas d'antinomie à avoir entre justement une identité très forte localement et une identité européenne. Et souvent, en fait, et moi je pense que ce qui a développé aussi mon engagement européen, c'est d'être sorti du continent européen. Finalement, quand vous allez en dehors de l'Union européenne, vous vous rendez plus compte de ce qui vous rapproche. Quand vous êtes dans l'Union européenne, vous voyez plus ce qui vous différencie des uns et des autres. Mais face à des États-continents tels que les États-Unis, tels que la Chine, ou face à la Russie, on voit bien que l'Union européenne, il y a un socle commun, notamment de valeurs, sur lequel on a fondé le projet européen, qui nous rassemble et qu'on doit défendre. Pour les élections qui arrivent dans quelques jours, là vous êtes donc dans la liste de Valérie Ayé. Quel combat vous avez pu mener depuis 2019 et surtout quel combat vous voulez soit recontinuer, soit mener de nouveau pendant peut-être vos 5 futures années au Parlement européen ? Quand on est arrivé en 2019, ce qu'on a voulu faire prendre conscience à nos partenaires européens et aussi à nos concitoyens, c'est effectivement déjà le besoin et la nécessité de l'Union européenne. C'est notamment pour ça que notre liste, elle s'appelle « Besoin d'Europe ». Parce que pour répondre à tous ces grands défis, l'Union européenne, elle fait partie de la solution. Et l'objectif, c'est de la changer, la transformer pour répondre aux aspirations, notamment des Français, mais aussi de tous les Européens. Donc, continuer à dire que voilà, l'échelon européen fait partie de la solution et un élément extrêmement important parce qu'on est dans un momentum politique. Cette élection, elle est historique. On a le retour de la guerre sur le continent européen. C'est quand même pas rien, on parlait de cet enjeu. On a des puissances extérieures qui cherchent complètement à amoindrir, à affaiblir notre modèle, notamment démocratique. On a les enjeux économiques, on a les enjeux du changement climatique. Donc c'est extrêmement important de faire prendre conscience que cette élection, elle est capitale. Elle est capitale parce qu'il y a des menaces extérieures, mais il y a aussi des menaces internes. On voit bien la montée des populistes au sein de l'Union européenne. Et ce qu'il est important, c'est que on peut avoir des différences avec d'autres collègues au Parlement européen. Mais par contre, on a cette envie d'avancer, notamment sur la question qui est pour nous essentielle, celle de la souveraineté européenne. L'Union européenne, elle doit sortir des dépendances du passé pour pouvoir prendre les décisions par et pour elle-même. Que ça soit justement sur la question du changement climatique, que ça soit sur la question de la défense. On ne doit pas dépendre de la défense américaine et des élections américaines notamment. Sur la question migratoire, là aussi on voit que c'est un enjeu qui est instrumentalisé à la fois au sein même de l'Union européenne, à la fois par des puissances étrangères. Donc c'est extrêmement important de faire en sorte que l'Union européenne avance, soit beaucoup plus unie pour pouvoir justement mieux défendre ses intérêts communs. Vous parlez de souveraineté européenne. Le président Emmanuel Macron, lors de son discours à la Sorbonne en 2017, parlait de cette autonomie stratégique. Doit-on aller vers plus de fédéralisme, car on le voit, les processus peuvent être longs et c'est normal, car il y a beaucoup de pays dans l'UE. Doit-on faire évoluer le modèle de l'Europe pour peut-être plus d'efficacité ? Il est évident que le fonctionnement démocratique de l'Union européenne doit aller de l'avant. D'ailleurs, dans le discours de la Sorbonne, l'ambition du président de la République, et on va dire le triptyque, c'était une Union européenne plus souveraine, plus démocratique et plus unie. Parce que justement, si on veut être efficace, effectivement, notre processus décisionnel, institutionnel doit aller de l'avant. Dans le sens où on ne peut pas avoir des blocages et des chantages par certains chefs
d'États et de gouvernements, je pense notamment à la situation en Hongrie, qui bloquent des prises de décision. Par exemple, le soutien à l'Ukraine. Quand vous avez un chef d'État et de gouvernement, Viktor Orban, qui vous dit « moi, je ne vais pas soutenir l'Ukraine tant que vous ne débloquez pas le plan de relance », ça, c'est juste pas possible, hein, parce qu'en fait, il est le meilleur allié de Moscou en prenant de telles positions. Donc, c'est pour ça que c'est important de réformer de manière institutionnelle notre mode de fonctionnement. Quand vous avez dit, il y a à raison, on est 27 États membres, 27 États souverains. On n'a pas tous la même histoire, la même géographie, parfois les mêmes intérêts. Par contre, on a des intérêts supérieurs communs, notamment pour répondre à ces enjeux qu'on vient d'évoquer. Donc à un moment, notamment, nous, ce qu'on aimerait, c'est supprimer la question de l'unanimité sur certains champs. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que le Parlement européen, où on est aujourd'hui, où c'est la seule institution dont les membres sont élus au suffrage universel direct, ait un pouvoir d'initiative. Pour le moment, le Parlement européen n'a pas le pouvoir d'initiative. Donc il y a, oui, beaucoup de choses à faire sur le plan institutionnel également. Aujourd'hui, c'est une des problématiques de l'UE, mais pas qu'en 2024. Beaucoup de Français, mais peut-être aussi d'Européens, pensent que l'UE, c'est quelques bâtiments à Strasbourg, ou en tout cas quelque chose qui est certes présent dans leur vie, puisqu'ils connaissent les grandes décisions, ils connaissent telle directive qui a été votée, etc. Mais concrètement, beaucoup de Français n'ont pas l'impression que l'UE est pour elles, enfin, qu'ils peuvent en tout cas s'identifier à l'UE, et que l'UE est une de leurs institutions. À l'instar, par exemple, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Aujourd'hui, est-ce que déjà vous comprenez ce constat, mais aussi est-ce que vous comment en tout cas faire pour que les institutions européennes elles aient la même valeur aux yeux des Français, hein, pas forcément aux yeux constitutionnels que l'Assemblée nationale, etc. En fait, je pense qu'il y a une responsabilité passée qui a conduit à cette situation-là. Bon, de manière globale, on a une défiance vis-à-vis du monde politique qui est très très forte. Et on le voit en France. Et puis dans le passé, en France, on n'a pas abordé la question européenne toujours sérieusement. Le président de la République, D'ailleurs, on lui avait déconseillé de parler d'Europe pour gagner la présidentielle, aussi bien en 2017 qu'en 2022. Et lui, il a toujours dit très clairement qu'il était pro-européen et que justement, il voulait changer l'Union européenne de l'intérieur. Donc de dire que l'Europe, c'est nous, l'Europe, c'est vous, c'est pas déconnecté. Ça peut paraître éloigné parce que les prises de décision sont à Strasbourg, sont à Bruxelles, mais au final, elles sont dans les capitales, dans chaque capitale européenne, les prises de décision. Donc elles sont pas éloignées. Mais on a, dans le passé, souvent nationalisé des succès européens où on a européanisé certaines difficultés. Par exemple, vous savez qu'on a énormément de projets qui sont cofinancés sur nos territoires par l'Union européenne. L'exemple, le métro à Rennes ou encore la politique agricole commune qui bénéficie à nos agriculteurs. Si on n'explicite pas que ça c'est permis grâce à l'Union européenne, mais par contre on a certains élus locaux qui mettent avant tout leur levier à eux et qui ne vont pas dire que tel ou tel projet est cofinancé par l'action de l'Union européenne. Vous effacez cette plus-value européenne. Et ça, c'est pas possible. Je vous donne un autre exemple. Le déploiement de la fibre en Bretagne, projet Mégalis, il est financé à près de 70% par l'action de l'Union européenne. Ça veut dire quoi concrètement dans la vie des gens ? Ça veut dire que vous créez de la cohésion sociale et territoriale. Vous rendrez accessible à tous, notamment en zone rurale, le développement du numérique. C'est essentiel pour le développement de nos entreprises sur tous nos territoires. Donc l'emploi, donc animer tous nos territoires, c'est aussi un élément extrêmement important. Au moment du choc du Covid, quand on parlait de télétravail, quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir un Internet stable parce que vous êtes en zone rurale, il y a une rupture un peu d'égalité. Donc là aussi, l'Union européenne, par cette politique de cohésion, elle vient répondre à cet objectif justement de développement harmonieux sur l'entièreté de nos territoires. Donc il faut qu'on rappelle sans cesse à quoi justement sert l'Union européenne et comment elle contribue dans l'entièreté de la vie des gens. Donc ça devrait être un rôle commun et partagé par tout le monde. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que derrière, il y a de l'instrumentalisation politique qui est faite à l'heure actuelle. Donc on doit mener ce travail collectivement pour rappeler justement le rôle positif de l'Union européenne. Et je pense que dans le contexte dans lequel on est, on doit aussi rappeler les fondamentaux, comme on l'a fait au début aussi de cet échange. L'Union européenne, c'est la paix. Et je pense qu'il n'y a rien de plus précieux
comme quand vous échangez avec des Ukrainiens, ils vous le rappellent, ou même dans d'autres zones du monde, on voit toutes les zones d'instabilité et de conflits qui sont en train de se développer. C'est absolument capital de se battre pour un projet justement de paix, pour démontrer que nos différends, ils doivent être réglés par la règle de droit, non pas par les armes. Alors pourquoi aujourd'hui, pour vous, l'Europe, c'est important pour les jeunes et quel est le rôle que l'Europe peut avoir dans la vie des jeunes ? L'Union européenne, elle se matérialise de différentes façons dans votre vie, dans vos quotidiens. Il y a les points dont on vient beaucoup de parler sur la question de la paix, sur la question de la liberté. Je pense que la liberté, c'est aussi extrêmement important. Et puis, il y a d'autres choses sur lesquelles on travaille ici et qui sont des éléments où la jeunesse est très engagée. Je pense notamment à la question du changement climatique. Je pense à la question de la justice sociale, la justice fiscale aussi, où on voit beaucoup d'interpellations de la jeunesse. La question aussi de la santé. Pendant le choc du Covid, notamment, on voit aussi que c'est un élément extrêmement important où la jeunesse, comme toutes les autres parties de la population, ont été confinées et ça fait aussi effectivement beaucoup d'impact. Donc c'est un élément extrêmement important sur lequel il faut absolument qu'on travaille, à la fois sur les enjeux de souveraineté, de production, mais à la fois sur les questions de santé mentale, notamment. Donc ça, c'est sur des points aussi extrêmement importants. Puis, je pense que la jeunesse, il ne faut pas réduire justement l'action de l'Union européenne à ça, mais un des points dont on parle tout le temps, c'est le programme Erasmus. C'est en fait la capacité de l'Union européenne à offrir des opportunités pour tous les jeunes. Et le programme Erasmus, ça symbolise ça. C'est faire en sorte que l'Union européenne, ça soit source d'opportunités, ça soit source d'ouverture, de liberté pour tous les jeunes européens. Nous sommes ici dans une salle de réunion du Parlement européen. Juste derrière moi, des cabines de traduction pour que tous les auditeurs puissent comprendre dans leur langue natale. Et donc, ce genre de réunion est extrêmement important pour les députés, pour faire connaître le rôle du Parlement et permettre aux citoyens de connaître le fonctionnement de leurs institutions. Alors, qu'est-ce que vous faites au Parlement européen aujourd'hui ? Alors, on est présent du coup au Parlement européen aujourd'hui dans le cadre de notre service civique pour certains et d'autres pour d'autres raisons. Mais pour ceux qui sont en service civique, c'est plus une mission qu'on a créée qui s'appelle l'Europe commence ici, en cadre avec le CIJ d'Angoulême, le Centre d'information jeunesse. Et du coup, on est en service civique à Unicité. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour rencontrer les députés, pour pouvoir mettre de la matière sur nos actions. Et alors pour vous, qu'est-ce que représente l'Europe ? Ah voilà. En un mot, je dirais peut-être le partage. L'union, du coup. Ouais. L'union. Et je trouve que ça permet vraiment que chacun puisse être tous ensemble. Et la collaboration dans toutes les politiques qu'il peut y avoir sur des thématiques différentes, comme le projet commission, la solidarité, plein de mots. Et aussi la paix. Moi, je trouve que ça doit aussi jouer sur l'aspect de la paix. Tous les États sont membres du groupe de l'Union européenne. Ouais. Vous connaissez peut-être la valise diplomatique qui permet au ministère des Affaires étrangères de communiquer des documents confidentiels avec les ambassades, mais connaissez-vous les malles personnels des eurodéputés qui leur permettent de transférer leurs documents entre les deux parlements. Car oui, il y a deux parlements, celui de Bruxelles où nous sommes en ce moment même et celui à Strasbourg, le parlement originel, où les eurodéputés sont là 3 jours et demi par mois. Ces malles font donc l'aller-retour entre Bruxelles et Strasbourg et c'est là que les eurodéputés peuvent mettre tous leurs documents. Le 9 juin va s'ouvrir une séquence électorale extrêmement importante. Évidemment importante pour l'UE qui va renouveler une partie de ses députés, mais aussi importante pour les États qui, en apportant de nouveaux eurodéputés, qui en apportant d'autres eurodéputés, vont façonner l'Union à leur image. Et c'est ça l'esprit de l'Union européenne. Alors, la majorité de notre public va voter pour la première fois. Avec Synopsis Media, c'était très important pour nous de vous couvrir ce qu'est le Parlement européen pour savoir déjà quel va être le poids de votre vote, mais surtout pour savoir comment fonctionne cet organe essentiel dans nos démocraties. Le 9 juin, vous le voyez derrière nous, il faut donc voter. Quelles que soient vos sensibilités politiques, il faut voter. Voter car, bien entendu, c'est un droit fondamental, un droit acquis de haute lutte au cours des siècles que beaucoup de pays nous envient.
Pour être un vrai citoyen, pour participer à cette démocratie, il faut utiliser ce droit. Droit qui est également un devoir. Un très grand merci à Marie-Pierre Védrenne ainsi qu'à Jérémy Gauthier, son assistant, qui nous a accompagnés très fidèlement pendant tout ce reportage. Un grand merci pour leur flexibilité et surtout pour leur pédagogie sur tous les sujets européens. Enfin, un très grand merci à vous de nous avoir regardés. À bientôt.